7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Comment se passe le financement d'un État terroriste ? Parmi les différentes ressources se trouve le pillage d'œuvres d'art et son trafic lucratif. Daesh, actif de 2014 à 2019 comme État islamique en Irak et au Levant, l'a bien compris et en a fait l'une de ses principales sources de revenus. On parle de 6 à 8 milliards de dollars par an pour les chiffres de 2015. C'est ce qu'analyse notre invité dans un article signé cette semaine pour le CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonjour Emmanuel de Gestas. Bonjour Marie-Falécon. Vous êtes consultant en intelligence économique et ancien journaliste, alors merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Emmanuel de Gestas, vous publiez cet article au CRSI de Thibaut de Montbrial. Pourquoi vous êtes-vous penché sur ce sujet et pourquoi rentre-t-il dans les compétences de ce cercle de réflexion ? En fait, le CRSI a été créé en 2015 donc, par l'avocat Thibaut de Montbrial pour, en fait, à la suite des attentats de 2015, à la suite des attentats du janvier 2015, pour être très précis, pour, en fait, apporter un éclairage et une réponse à ces attentats et aux problématiques sécuritaires qu'affronte le pays depuis maintenant un certain nombre d'années, que ce soit la sécurité donc intérieure avec la criminalité, le banditisme et puis bien sûr le terrorisme, la délinquance. Mais là, ce qui nous occupe aujourd'hui ce matin, c'est le terrorisme et l'État islamique. Bah oui, justement, dans cette étude, vous parlez donc du trafic des antiquités de sang qui aurait constitué pour l'organisation de l'État islamique sa deuxième source de financement. Alors, d'abord, à quoi renvoie ce terme antiquité de sang que vous employez dans l'article, Emmanuel de Gestas ? Alors en fait, c'est comme son nom l'indique, en fait, ce terme a été créé par analogie avec ce qu'on appelle les diamants de sang. Les diamants de sang, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais rapidement, c'était le trafic de diamants en Afrique de l'Ouest dans les années 80-90, pendant les nombreuses guerres qui ont déchiré l'Afrique de l'Ouest. C'était des diamants qui étaient pillés par des milices qui cherchaient à s'armer, qui revendaient ces diamants à des trafiquants pour ensuite acheter des armes et financer leur guerre. Et l'État islamique a fait la même chose. L'État islamique a pillé et volé, je ne peux pas dire autre chose, des musées, des œuvres d'art qui étaient présentes sur des sites souvent antiques et classés à l'UNESCO en Irak et en Syrie, dans les territoires qu'ils ont contrôlés entre 2015 et 2017, 2019, pardon, enfin 2017, oui, et qu'ils ont revendu pour en fait financer leur État, avec beaucoup de guillemets. Alors justement, vous parlez de l'Irak et de la Syrie, donc il y a deux sites notamment, Mossoul et Palmyre principalement. Pourquoi est-ce qu'ils sont attaqués à ces vestiges pré-islamiques d'un temps ancien, on va dire ? Alors en fait, il y a une raison d'abord idéologique, tout simplement parce que l'État islamique Daesh a une vision de l'islam qui est issue du courant salafiste, qui considère, si vous voulez, que tout ce qui est antérieur à l'islam est en fait païen et doit être annihilé, doit être détruit pour laisser place à l'ordre nouveau. C'est très révolutionnaire comme idéologie. Pour laisser place à l'ordre nouveau, et donc tout ce qui arrive avant, tout ce qui est romain, tout ce qui est grec, tout ce qui est perse, tout ce qui est en fait avant l'islam doit être réduit à néant, ne doit pas exister parce que c'est une insulte à Dieu, donc à Allah, donc on doit tout détruire. Donc en fait ils ont joint entre guillemets l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'en fait, l'agréable, c'était de détruire et l'utile, c'était de revendre, de se faire de l'argent dessus, tout simplement. Donc, ils n'ont pas tout détruit, ils ont aussi pillé et revendu derrière. Absolument. Ils ont pillé, ils ont détruit, bien sûr. On a vu les images à l'été 2014. Juste après la prise de Mossoul, on a vu ces images d'hommes en noir avec des marteaux et des masses cassant dans les vitrines du grand musée de Mossoul, cassant les statues, mais ils n'ont pas tout cassé. Ils ont gardé et ils ont vendu. Et justement, alors ces pillages d'œuvres d'art ont mené à des trafics très lucratifs pour l'État islamique. Concrètement, comment ça marche ? Parce que l'objectif, on le comprend, c'est se financer, blanchir. Ça marche comment ? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, en fait, quand l'État islamique s'est créé, il se voulait un État, donc avec des ministères. Donc ils ont créé un ministère des Antiquités qui s'appelle le Diwan al-Rikas. Il y a un chercheur australien, Patrick Blanin, que je cite dans mon article, qui a travaillé dessus, et qui explique, en fait, ce chercheur australien explique qu'en fait ce ministère mettait en place eux-mêmes des fouilles avec leurs propres hommes. Donc ils mettaient en place des fouilles, ils récupéraient les antiquités, les œuvres d'art qu'ils pouvaient trouver. Soit ils s'appellent à des sous-traitants qui en fait ils taxaient ces sous-traitants, ils prélevaient de l'argent ils leur accordaient un permis de fouille en fait. Et ils prélevaient leur taxe là-dessus pour qu'en fait ces trafiquants, enfin ces fouilleurs en quelque sorte, récupèrent ces antiquités, puis après ils soient revendus. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'ensuite il y a tout un système assez complexe d'intermédiaires pour faire parvenir en fait ces œuvres d'art depuis en fait l'Irak et la Syrie, ce qu'on appelle le Cham dans le jargon de Daesh, le Levant, jusqu'aux marchés occidentaux.
Et en fait, donc il y a un certain nombre d'intermédiaires, de trafiquants locaux qui étaient souvent pas islamistes, qui étaient souvent attirés par l'appât du gain. Et en fait, de fil en aiguille, ces œuvres d'art pouvaient se retrouver d'abord sur les places dans des pays voisins de Daesh, c'est-à-dire essentiellement le Liban et la Turquie, donc Istanbul et Beyrouth. Et puis ensuite, innocemment, très innocemment, souvent des places de marché, comme par exemple Drouot ou comme d'autres, ou même des acheteurs privés pouvaient ensuite racheter ces œuvres d'art sans forcément savoir, parfois ils le savaient, mais parfois de bonne foi ils ne le savaient pas, sans savoir d'où elles provenaient en fait. C'est vrai que c'est assez fou de se dire que, alors on est sur un marché de Beyrouth et il y a un morceau de Palmyre, ou alors on est dans une grande salle de vente européenne et on se retrouve avec une statuette, je sais pas, une statuette hittite ou une statuette perse ou une statuette, je sais pas de quelle époque, grecque, qui en fait provient des musées de Mossoul, et de toute bonne foi les gens vont l'acheter et ils ne savent pas par quel sombre trafic sont passées ces œuvres d'art. C'est incroyable de comprendre toutes ces plaques tournantes. Et alors, il y a aussi la question du blanchiment d'argent. Alors là, comment ça se passe pour le coup ? En fait, c'est l'idée. En fait, le blanchiment d'argent, c'est qu'en fait, c'est en revendant, en réussissant à revendre ces œuvres d'art. Si vous voulez, Daesh va blanchir son argent sale, parce qu'en fait, par exemple, Daesh, quand ils ont pris Mossoul, ils se sont emparés de la banque de Mossoul, la grande banque qui est une des grosses banques irakiennes, et ils ont récupéré des millions et des millions et des millions de dollars de l'argent sale, donc qu'il fallait bien blanchir, qu'il fallait bien rendre légal pour pouvoir faire leur petit business. Et donc, le trafic d'œuvres d'art a participé de ce blanchiment d'argent sale. Alors ce qui est fou, c'est que donc, ce secteur de l'art est donc vraiment en danger face à tous les risques de pillage et de blanchiment. Oui. Est-ce que c'est une méthode qu'on retrouve, est-ce qu'elle est propre à l'État islamique ou on la retrouve ailleurs dans d'autres groupes je vous le disais en introduction, en fait, je prends l'exemple des diamants de sang, je reviens là-dessus. Non, Daesh n'a rien inventé, ils n'ont pas innové. Simplement, là on pouvait s'attendre, eu égard à leur idéologie, là on pouvait s'attendre à ce qu'ils détruisent tout, et de fait ils ont beaucoup détruit. On ne s'attendait pas forcément à tomber sur un groupe certes fanatisé, mais aussi cupide, et aussi en recherche d'argent, en recherche de financement, pour financer ses activités les plus sombres, on va le dire. Et là, ces trafics du secteur de l'art sont donc la deuxième source de financement, c'est absolument ce que vous expliquez. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres ressources ? Oui, quelles sont les autres ressources ? Tout à fait. La première source de financement, c'est le pétrole. Parce qu'en fait, le Cham, le Levant, était notamment la région d'Er ez-Zor, qui était la dernière région perdue par Daesh, était une région riche en pétrole. En fait, il y avait du trafic de pétrole, et il n'est pas exclu que pendant plusieurs années, quand vous faisiez votre plein le matin pour aller au travail, votre plein d'essence, en fait, vous ayez, sans le savoir, financé Daesh. Parce qu'en fait, il y a des hectolitres de pétrole qui ont été trafiqués, et via la Turquie qui sont passés. On sait que la Turquie a joué trouble avec Daesh. Erdogan était très fort là-dessus. Et le pétrole, beaucoup de pétrole s'est retrouvé sur le marché occidental, le marché européen, parce qu'il provenait des raffineries de pétrole de Daesh, en fait. Et également un autre trafic moins connu, mais tout de même assez important, le trafic de coton. Le trafic de coton, pareil, le nord de la Syrie, le sud de l'Irak, des grands champs de coton, et en fait, des tonnes de coton arrivaient sur les marchés turcs et étaient revendus ensuite sous forme de vêtements, de t-shirts. Là, ça change pour le coup de ce qu'on peut avoir en tête comme le trafic d'armes ou le trafic même de cannabis avec le Hezbollah au Liban, etc. Oui, absolument. Le trafic d'armes, en fait, Daesh, on l'a pas tellement fait parce qu'ils avaient tout besoin. Ils n'avaient pas tellement d'intérêt à vendre des armes, ils avaient tout besoin d'en acheter pour s'armer, quoi. Assez logiquement. Et donc, comment à l'époque, sur place déjà, alors au Moyen-Orient, au Levant notamment, comment est-ce qu'on pouvait se rendre compte, notamment donc, soit les instances internationales, soit les acteurs locaux, comment protéger ces vestiges, comment faire face à ces pillages de trésors pré-islamiques ? Alors, il y a deux choses. Il y a eu des initiatives privées, et puis des initiatives publiques, bien sûr. Alors, les initiatives privées, je prends un exemple que je connais un petit peu. Vous avez eu l'actuel archevêque de Mossoul, Monseigneur Najib, qui était à l'époque un frère dominicain irakien, qui en fait a réussi via des complicités locales de chrétiens ou même de musulmans modérés, a réussi à faire sortir de Mossoul, parfois en les rachetant financièrement, en les rachetant aux djihadistes directement, des tonnes de manuscrits qui avaient été des manuscrits très très anciens, des vieilles Bibles, des manuscrits qui dataient des premiers siècles du christianisme, pardon. Il les a fait sortir de Mossoul en fait clandestinement. Donc ça, c'était les initiatives privées, on va dire, ce genre de choses, et puis des associations qui se sont mobilisées aussi. Au moment de la prise de Palmyre, quand le malheureux, le pauvre conservateur du musée de Palmyre a été assassiné par Daesh, Khaled Assad, on pense à lui, qui était très courageux. Et puis l'initiative publique, bien sûr, les États ont très rapidement, et la Commission européenne, ont pris très rapidement conscience
du problème, du danger. Si vous voulez, dès le lendemain de l'attentat du 13 novembre, le président de la République, François Hollande, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais pas d'avoir été inconséquent en matière de lutte contre le terrorisme, en tout cas à l'extérieur. Il a, dès le 17 novembre 2015, il était devant l'UNESCO, le siège de l'UNESCO est à Paris, c'est important de le souligner, la France est en première ligne là-dessus, sur ce dossier-là. Il a pris la mesure, il a prononcé un discours où il a expliqué qu'il était temps de lutter très efficacement contre les vecteurs de financement du terrorisme, et en premier lieu donc l'achat et la revente et le trafic et le blanchiment d'argent via le trafic de biens culturels, issus des pillages de ces zones, des zones contrôlées par Daesh. Donc il a fait tout un discours, et derrière il y a les actes ont suivi, il faut le dire, les actes ont suivi, puisque a été créé un conseil d'orientation de lutte contre le blanchissement d'argent, le blanchissement et le financement du terrorisme, qui s'appelle le COLB, qui a émis un certain nombre de recommandations, et ces recommandations elles ont été suivies des faits. Elles ont été suivies des faits puisque un certain nombre de mesures ont été prises au niveau français et au niveau européen pour lutter contre le financement du terrorisme par ce vecteur. Ouais, justement, je voudrais creuser un peu ces dispositifs en place, la lutte contre les trafics donc, de biens culturels. Est-ce que, selon vous, elle est efficace aujourd'hui ? Et donc, qu'est-ce qui existe concrètement en termes de réglementation européenne et même nationale ? Alors, il y a deux choses. Oui, elle est plutôt efficace parce que maintenant l'information s'est propagée, parce que le milieu de l'art est bien conscient désormais qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on doit quand même ne serait-ce que vérifier la provenance des objets qu'ils peuvent avoir entre leurs mains et être amenés à revendre dans des salles des ventes ou avec des particuliers. Les particuliers c'est plus compliqué, mais les salles des ventes maintenant elles sont sensibilisées à ça. Et donc le COLB, dont je vous parlais à l'instant, a émis un certain nombre de recommandations qui ont été suivis des faits par l'État et par les services de l'État. En fait, ce sont des services dédiés à la DGCCRF par exemple ou d'autres services de ce genre qui ont émis un certain nombre de recommandations, même de règlements punissant par exemple poursuivant pénalement quiconque vendrait des objets d'art issus d'Irak et de Syrie avant une certaine date. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, concernant l'Irak, tous les objets qui sont datés plus anciens que 1990, c'est-à-dire la première guerre du Golfe, doivent être déclarés comme tels pour qu'on sache exactement la traçabilité de ces objets. Et deuxièmement, pour la Syrie, c'est 2011, c'est mai 2011. Tous les objets avant mai 2011. Pourquoi mai 2011 ? Parce que mai 2011, c'était le début des printemps arabes en Syrie, le début de la guerre civile en Syrie et l'émergence de Daesh donc, qui existait déjà sous une autre forme. Voilà ce qu'ont mis en place l'État et la Commission européenne, enfin l'Union européenne, pardon. Le Parlement européen a créé une commission d'enquête, une commission qui s'appelle la commission Taxe, qui en fait lutte contre les paradis fiscaux. Et pourquoi les paradis fiscaux ? Parce que les paradis fiscaux servent souvent de plaque tournante pour stocker via des zones franches les objets d'art. Donc en luttant contre les paradis fiscaux au sein de l'Union européenne, on lutte aussi contre le trafic d'œuvres d'art. Et aujourd'hui, alors même si l'État islamique n'est plus vraiment actif au Moyen-Orient, plus ou moins en tout cas, les trafics justement continuent, c'est-à-dire que ce qu'ils ont perpétré, en tout cas dans les années 2015, continue d'arriver sur nos marchés. Alors maintenant c'est moins le cas parce que de fait l'État islamique a perdu son contrôle territorial sur le Cham, donc sur le Levant, mais toujours, vous l'avez souligné, toujours actif. On a souvent très régulièrement des attentats au couteau en France, notamment avec des sympathisants de ce mouvement. Oui, ça continue toujours. Maintenant, il me semble bien, et j'en suis bien conscient, que les politiques, les réglementations qui ont été mises en place par les services de renseignement et les services antiterroristes et les services dédiés à la lutte contre ce qu'on appelle la LFTBC, la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux de l'État français, de l'État et des institutions européennes, fonctionne bien. Oui, ça fonctionne. Après, il y a toujours des trous dans la raquette, ça demande beaucoup d'investigation, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais voilà, il faut bien reconnaître, il faut bien dire les choses quand elles vont bien. L'État fait son travail là-dessus et avance bien. Et beaucoup de choses ont été saisies, avec parfois des surprises assez hallucinantes. Par exemple à Drouot, il y a eu on a eu des surprises, bien sûr. Merci pour votre travail, Emmanuel de Gestas. J'invite nos auditeurs à retrouver votre article sur vos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, sur votre page ou celle du CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure de Thibaut de Montbrial. Merci Emmanuel de Gestas. Merci pour votre invitation.